Alors, pour juste rapidement introduire la table ronde, on vous propose 3 slides qui représentent les réponses au questionnaire en ligne qui avait été joint avec le formulaire d'inscription que vous avez rempli. Alors, 19 entreprises ont répondu. À la première question, donc, pourquoi vous êtes ici à cette journée ? Bon, la majorité d'entre vous, soyons clairs, c'est effectivement, vous êtes en réflexion sur ce sujet dans votre entreprise. C'est normal, aujourd'hui c'est une journée de sensibilisation. Vous êtes là, vous, pour justement, vous êtes en démarche de réflexion, vous avez besoin d'informations, de comprendre de quoi on parle, c'est le but de la journée. Donc majoritairement, c'est parce que vous êtes en réflexion. Notons quand même que dans cette salle, bien évidemment, un certain nombre d'entre vous, vous avez mis en place depuis moins d'1 an des robots en production. Donc c'est aussi intéressant de savoir un petit peu que dans les entreprises de l'ameublement, il y a effectivement des choses qui se font d'année en année. Deuxième slide, les attentes et les besoins. Donc là, c'est déjà un petit peu plus équilibré entre les 2 premières thématiques. Donc vous êtes essentiellement là aujourd'hui pour les conseils techniques pertinents. Donc c'était une journée, au départ, un petit peu d'informations techniques. Bon, effectivement, vous êtes venus pour avoir des informations techniques et je vois qu'avec la présentation que vient de faire M. Morin, vous en avez déjà eu. Le deuxième point pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est connaître les outils de financement possibles. Donc bien évidemment, après la technique, vous avez besoin de savoir comment financer de tels projets. On va répondre à cette question cet après-midi. Sur les 2 autres thématiques, beaucoup moins de réponses. Sur les autres attentes qui ont été fournies, vous avez tout simplement connaître l'état de l'art de façon générale, que ce soit technique ou autre. Donc deux personnes m'ont répondu cet aspect-là, ou partager les expériences entre nous. Donc le débat tout à l'heure va être intéressant, ça sert également à ça. Et enfin, la dernière question sur laquelle on va rebondir, alors là c'est encore un peu plus équilibré. Quelles raisons en lien avec la compétitivité vous avez investi ou souhaitez-vous investir dans un robot ? Donc plusieurs réponses possibles. Le premier point majoritaire, c'est améliorer la productivité. Donc c'est pas étonnant, puisque c'est quand même fait pour ça. Vous avez également beaucoup de réponses sur la pénibilité, parce que dans notre secteur, on vous a dit tout à l'heure, on a des objets qui peuvent être très lourds, très encombrants. On a beaucoup au niveau de la logistique, on a beaucoup de colis lourds également. Bref, la pénibilité revient également dans beaucoup de vos réponses. Ensuite, on a la flexibilité et la qualité du produit qui vient en tout dernier. Voilà, donc je voulais simplement vous présenter ça parce que vous avez fait l'effort, et je vous remercie de répondre à cette petite enquête. Et ça plante un petit peu le décor de vos attentes, de vos besoins et de votre souci aujourd'hui. Voilà, merci. On va donc passer maintenant à la table ronde et je laisse la parole à Valérie. Donc on va vous parler de 3 sociétés qui ont franchi le cap et donc ont robotisé une partie de leur process. Donc on a prévu avec Bertrand quelques questions et puis après on compte sur vous, puisque le but d'une table ronde, même si elle n'est pas ronde, c'est qu'il y ait des interactions avec la salle. Donc ce qu'on vous propose, c'est de démarrer avec Philippe Lachernay. Et Philippe, tout d'abord, est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise, la typologie de produits, ce que vous faites ? Bien, Simir, bonjour. Simir est donc un fabricant de mobilier de collectivité. Donc nous fabriquons des tables, des chaises, des meubles à destination de collectivités publiques et pour une grande majorité d'écoles, donc tables et sièges d'école. L'entreprise a été créée dans les années 50 et donc continue à fabriquer l'essentiel de ce qu'elle vend sur le site industriel de Mâcon. Donc, juste en bordure d'autoroute, nous avons un site sur lequel nous avons de multiples métiers puisque nous sommes relativement fortement intégrés. Nous achetons du panneau de particules, nous achetons du stratifié, nous achetons du tube et nous transformons tout ça pour en faire des tables et des chaises. On emploie 170 personnes à Mâcon aujourd'hui et on réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci. Donc on va présenter des photos, mais je vais d'abord faire la présentation des 3 entreprises. Donc dans l'ordre, Jean-Claude, à vous la parole. Bonjour, Jean-Claude Meyer, je suis directeur de production à la Salm, qui va bientôt s'appeler Schmidt Group. On est une entreprise de 1500 salariés environ, avec 5 usines. Elle existe également en France depuis 1959 et un peu plus longtemps, un peu plus de 80 années, puisque notre origine est de la Sarre. Voilà. Donc on produit principalement, vous le savez, de la cuisine sous différentes marques. Mais nous, depuis un certain nombre d'années, nous développons beaucoup sur l'habitat d'une manière générale, de l'habitat sur mesure. Voilà. Jean-Luc.
À toi la parole. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Guéry. Donc, groupe Optimum, nous produisons des portes de placard. Il y en a aussi besoin. Voilà. Un volume annuel d'1,5 million portes produits sur 3 sites de production, 2 historiques dans le sud-ouest qui ont 35 ans d'existence et un dans le nord de la France, à Lille. Nous employons 230 salariés pour un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et adhérents au programme Usine du Futur d'Aquitaine. Oui, donc on va commencer par la société Simir, mais avant d'interroger encore plus en avant Monsieur Lacharnay, on va vous passer un petit film. C'est un lien que vous trouvez sur YouTube et que nous a conseillé justement Monsieur Lacharnay. Je vous rassure, il est très court, mais c'est un lien très illustratif de ce que pourrait être demain une usine d'ameublement complètement, je dirais, automatisée. Alors Philippe, lorsqu'on voit tous ces robots, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Quelle a été l'origine qui vous a fait investir dans des robots ? Alors, juste une petite correction, c'est pas chez moi ça, hein, parce que tous ces robots, effectivement, j'en rêve, mais, mais on est très loin de ça chez nous aujourd'hui. Mais c'est effectivement un concurrent de notre entreprise qui est situé en Europe, là où on investit beaucoup de robots, et qui a développé un outil aussi performant que celui-là. Alors performant, je ne sais pas, je ne connais pas les résultats techniques de l'installation, mais ce qu'on voit, c'est que, apparemment, en tout cas dans l'image qui sont transmises, c'est que l'homme a disparu, en tout cas physiquement, de l'installation. Donc nous, on n'en est évidemment pas là, mais on a commencé dans les années 90 à automatiser un certain nombre de process de fabrication. On a commencé par celui qui est le plus commun, qui est la soudure. Et l'idée était dès lors, à l'origine, de gagner en productivité, même si derrière la motivation de l'amélioration des conditions de travail arrive en second temps, mais on se rend compte que, en tout cas par la démarche de la première automatisation qui a consisté à reproduire un geste qui était un geste complètement manuel, à le remplacer par un robot, mais on n'a pas sorti l'homme du poste de travail. C'est-à-dire qu'on a permis, grâce à ce robot, à accélérer la cadence de production. Donc on a vraiment gagné en productivité. Par contre, on n'a
certainement généré d'autres pathologies parce que les gens ont fait d'autres mouvements, ont été assujettis à d'autres cadences et au bout du compte, je dirais que on a obtenu le résultat sur la première étape, mais pas forcément sur la deuxième. En quelle année vous avez investi sur Dans le les années 90. 90. Donc on a commencé avec un robot et on a fini avec 9 robots de soudure aujourd'hui chez Simia. On a fini. On est aujourd'hui avec 9 robots de soudure. J'espère que c'est pas fini. Et donc c'est avant tout la productivité et les conditions de travail qui ont été. Je dirais que les honnêtement, éléments ce qui a démarré au début, c'est la productivité et la ressource en compétences. Parce que ce que vous avez pu voir sur les images, c'est-à-dire souder du tube mince, c'est une compétence qu'on ne trouve pas forcément de façon disponible et rapidement disponible sur le marché. Et nous avons une activité avec très très forte saisonnalité. Donc pouvoir trouver et mobiliser 20 ou 30 soudeurs pendant 3 mois par an, c'était dans un bassin industriel assez peu industriel comme le nôtre, c'était difficile. Donc on avait à la fois le double enjeu de la productivité et de trouver la compétence nécessaire. Alors que conduire un robot de soudure, finalement, moyennant quelques semaines de formation, on est capable de mobiliser de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire réaliser. Merci, on va revenir vers vous tout à l'heure. Je vais m'adresser à Jean-Luc. Je crois qu'on a aussi quelques images de présentation. Tout à l'heure. Alors, Jean-Luc, même question. Quand a été introduit le premier robot dans l'entreprise et quelles ont été les raisons de cette introduction ? En ce qui nous concerne, je ne parlerai pas de robots tel qu'on peut l'entendre. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas recentrer un peu le débat plus sur de l'automatisation ou de la mécanisation ? Donc nous, la première mécanisation a démarré en 1995 et le point d'origine était de lutter contre les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. En fait, sans rentrer dans le détail, auparavant les portes de placard étaient montées à la main, donc on découpait un panneau de particules et les opérateurs tapaient à la main ou avec un maillet pour monter les profils. Donc beaucoup de problèmes de canal carpien. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, on avait aussi une difficulté de capacité de production, puisque produire 1 400 000 portes de placard à la main, c'est un peu compliqué. Donc on a développé progressivement une ligne automatique de montage de portes, qui a été aboutie fin des années 90, on va dire 2002-2003. Ensuite, on a fait le constat que à la sortie de cette ligne, l'opérateur qui prenait les portes et les mettait sur la palette, il portait 21 tonnes par équipe de 8 heures. Je ne sais pas si on est dans un pays de rugby, à Agen. Donc on a plutôt des gens costauds. Ceci dit, 21 tonnes en 8 heures, ça commence à peser. Donc on a automatisé, là aussi je ne dis pas robot, alors ça ressemble à un robot, mais c'est plutôt de la mécanisation, de la mise en palette de tous nos produits. Donc on est maintenant sur une ligne 100% automatique. Mais on l'a toujours pris sur le côté ergonomie. Et l'autre intérêt en attaquant l'ergonomie des postes, c'est qu'on obtient assez facilement l'adhésion des opérateurs. On en reviendra peut-être après, on a eu d'autres opérations de mécanisation, mais on a toujours eu l'adhésion des opérateurs. On n'a jamais eu de question en comité d'entreprise. On ne m'a jamais posé la question du devenir de l'emploi, qu'est-ce qui va se passer. Et je suis même aujourd'hui dans une phase où on demande de mécaniser des postes, et où je dis aux gars, mais attendez les gars, c'est votre poste qui va disparaître. Ouais, mais il faut mécaniser. Donc voilà. Jean-Claude ? On a des images également, je crois. Ou juste peut-être. pour illustrer un petit peu, on a juste remis 4 photos sur ces slides. On a juste remis donc 4 photos sur ces slides où on voit arriver effectivement la porte de placard emballée, donc déjà, et qui arrive effectivement sur 2 tapis roulants. Le tapis roulant s'incline pour laisser glisser la porte de placard sur la palette et in fine, vous avez l'ensemble des portes de placard qui sont chargées sur une palette mobile. Et des images comme ça chez Optimum, il y a effectivement d'autres endroits dans l'usine où il y a ce type de système, je dirais, automatisé de déplacement de ports de charge, etc. Ce qui fait que l'opérateur, à la fin, n'a plus du tout à soulever de porte à un moment ou à un autre. Il récupère en fin de chaîne, et Jean-Luc me corrigera, une palette quasiment finie, droite, debout, chargée, et lui n'a plus qu'à pousser sur juste pour préciser, donc là on est sur une ligne de fabrication de portes sur mesure. Donc on fait 300 000 portes sur mesure par an. Une porte sur mesure, ça peut aller jusqu'à 1,20 m de large, 2,70 m de haut et 60 kg. Auparavant, il y avait un opérateur qui avait une grande envergure, vous imaginez bien, et qui mettait tout ça sur un chariot. Donc effectivement, depuis maintenant 3 ans, il n'y a plus personne. Et c'est une machine, donc pas un robot, qu'on a développé, sur lequel on a fait un cahier des charges,
un intégrateur l'a conçu et qu'il les met automatiquement sur un chariot qui après effectivement va le redresser. Enfin, je ne passe pas dans le détail, mais voilà. Merci. Donc je crois qu'on va présenter le film de la Salme avant de te donner la parole, Jean-Claude. Voilà. Ben, on va peut-être passer un deuxième film très rapidement également. Voilà. Après, on passera la parole à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, même une question qui a tes confrères. Quand a été introduit le premier robot et pourquoi? Alors, notre premier robot, on l'a intégré en 97. Alors pourquoi? Parce que depuis un peu plus de 30 ans maintenant, nous avons fait le choix de ne plus du tout de produire notre production en série. Donc on passait de la version série à la taille de lot 1. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous produisons un peu plus de 100 000 pièces en taille de lot 1. Et que lorsqu'on a développé ça, on s'est très vite rendu compte que l'homme n'était pas assez fiable en termes de tri, par exemple. Si vous prenez des pièces que vous produisez pour optimiser le coloris ou le taux de chute, et derrière, vous avez un ordre de montage qui est différent de celui du débit ou du plaquage, vous êtes obligé de les trier. Et donc, le taux d'erreur dans le tri était beaucoup trop important. On était au-delà de 1 pour 1000. Et vous avez à ce moment-là plus que l'ordinateur qui est capable de le faire. Et donc, le robot n'est venu que parce que les palans qui existaient à l'époque, avec des systèmes à ventouses, qu'on a aujourd'hui également pour les panneaux, ne sont pas assez fiables et pas assez flexibles pour ça. Et comme le robot est quelque chose qui est très connu, ou il a été déjà très connu dans les années 90 dans l'automobile, et était très fiable. On a commencé à faire des robots, et aujourd'hui, je crois qu'on en a un peu plus d'une quarantaine, je crois, à peu près. Voilà, et donc le robot, effectivement, c'est pas une fin en soi. On n'a jamais investi un robot parce qu'il fallait faire de la robotique. Donc la première raison, c'était les problèmes de qualité. La deuxième raison, ça a été les TMS. Effectivement, on a enlevé les petits robots que vous avez vus tout à l'heure. C'est très pénible de visser à la main.
des glissières différentes, donc on l'a très facilement automatisé. Voilà, donc on cherche plutôt à faire ça. Et la troisième raison, enfin c'est celle qui fait qu'on en achète, c'est qu'en plus on gagne en productivité. Voilà, donc, mais c'est dans cet ordre-là. Merci. Alors j'ai une question juste après pour vous trois. Donc là, vous pourrez répondre dans l'ordre qui vous convient. Quel a été le temps de réflexion ou le temps de maturation entre l'idée, l'envie de robotiser, d'automatiser et la mise en œuvre opérationnelle du dit robot? Alors, sur la première étape de robotisation, j'étais pas aux commandes de cette entreprise quand ça s'est fait, donc je ne pourrais pas juger. Par contre, on a, il y a maintenant 2 ans, passé à une autre étape qui a été de robotiser la fabrication de piétements de chaises. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une botte de tube et on la cintre, on la forme et elle est prête à partir à la soudure quand elle sort de l'unité robotisée. Donc là, je dirais qu'entre nos premières réflexions et le moment où l'équipement est arrivé dans l'usine, il s'est passé 1 an et demi. Et le moment où l'équipement est arrivé dans l'usine et qu'il a fonctionné avec de bonnes performances, il s'est passé 6 mois. Donc un peu plus de 2 ans. Ça, oui, puis le process de décision, comme monsieur l'a bien expliqué, le payback ou le retour sur investissement, c'est en bas de la page après qu'on ait étudié la faisabilité, le cahier des charges et autres. Et c'est souvent le juge de paix. Donc c'est l'exercice budgétaire qui va faire que, ok, en banco, on appuie sur le bouton. Après, comme le dit Philippe, il y a les réalisations techniques. On ne tourne pas le bouton, ça marche tout de suite, ça n'existe pas. Mais la décision est assez rapide. À partir du moment où on est sur un retour investissement pertinent. Oui, c'est la décision qui prend plus de temps, c'est la réflexion qui prend du temps. Une fois qu'on presse le bouton, en termes de robotique du moins, ce qu'on a vu dans les robots industriels, c'est assez rapide, les délais sont rapides. C'est pas tellement le robot, c'est de faire que ce soit intégré dans le processus qui est lent. Voilà, donc il y a une phase d'installation qui est de l'ordre de quelques mois et je dirais de montée en puissance qui peut aller de 2-3 mois à 1 an, suivant la complexité. Mais vous êtes tous passés de 1 à plusieurs. Alors du coup, est-ce que ce temps de maturation est plus rapide lorsqu'on a déjà intégré des robots? Ouais, nous, on en a déjà 40, donc effectivement, on sait où il faut faire attention. Mais je dirais que aussi entre 1998 et aujourd'hui, la combinatoire, le mix de produits, les épaisseurs, les reconnaissances caméra et tout ce qu'on peut y rajouter dessus, le robot n'étant que le bras armé de ça, mais c'est la donnée qui est le plus difficile. Donc ça oblige à des bases de données, il y a des serveurs, il y a tout ce qui est autour extrêmement puissant et aussi un niveau de connaissance et de programmation de plus en plus élevé. C'est-à-dire le robot en soi, c'est le plus facile. Voilà, ça, c'est vraiment pas... C'est de la mécanique pure. C'est les données qui sont aujourd'hui ce qui est artificiel et ce que l'opérateur ne voit pas. Jean-Luc ? Après, une chose qui va te plaire, je pense, j'ai entendu parler de scénario d'usage tout à l'heure. Et ça m'a rappelé une démarche que mène le FCBA sur des scénarios d'usage, mais versus le consommateur, versus l'utilisateur final. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos projets de développement, de mécanisation ou d'automatisation, le fait de construire des scénarios d'usage préalablement doit pouvoir nous faire gagner et du temps, et de l'efficacité, et de l'énergie. Mais c'est exactement ce que le FCBA fait aujourd'hui sur d'autres sujets. Philippe, vous voulez compléter ? Sur l'extension, je crois qu'il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, qui est importante à l'échelle de PME, parfois, enfin PME comme la mienne, qui est ancienne et qui est logée dans des murs qui existent, c'est que globalement, ce déploiement de technologie, surtout si on veut arriver à quelque chose de très abouti, comme on a pu le voir sur le film au début de cette séance, c'est que la gestion de tous les flux intermédiaires entre les différents équipements qui sont susceptibles de travailler est très très gourmande en place. Et qu'au-delà finalement de l'investissement robotique qui lui va rester assez maîtrisé entre guillemets, l'investissement immobilier qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir franchir l'étape de j'ai quelques îlots
robotisé à j'ai une unité de production complètement robotisée, on passe dans un autre monde, quoi. Et les investissements immobiliers vont peut-être être 3 fois, 5 fois, 10 fois ce qu'il faut investir en technologie. Et là, au niveau de PME, ça devient vite compliqué de pouvoir franchir des sauts comme cela. Et du coup, justement, au-delà de ces aspects investissement, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour intégrer ces automates ou ces robots? Difficultés opérationnelles, difficultés humaines? Comment ça a été perçu, reçu par les collaborateurs de l'entreprise? Je sais pas, Jean-Luc, tu parlais d'une intégration facile. C'est un optimum très bien, et encore une fois, ils sont aujourd'hui demandeurs pour aller plus loin, mais sur l'aspect ergonomie. Donc très très bien. Donc des difficultés, elles ont plus été techniques sur les premières mécanisations qu'on a développées. Après, on apprend avec nos erreurs. Donc, mais non, pas de difficultés particulières. Non. Je pense que, on trouve même dans nos entreprises, alors que le niveau de qualification moyen, entre guillemets, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un âge moyen dans nos entreprises qui n'est pas de 25 ans, on a quand même des gens qui sont sensibles, qui sont intéressés, et finalement, si on cherche bien, on trouve en interne, même sans l'avoir imaginé au début, les compétences de personnes qui vont être prêtes à se réinvestir, à se reformer pour pouvoir avoir je ne sais pas si c'est l'honneur ou le plaisir, mais de dire je suis en charge d'une installation moderne au sein de mon entreprise, une installation importante pour mon entreprise, et on n'a pas rencontré, nous, de difficultés importantes, alors que le dernier saut technologique que l'on a fait a bel et bien remplacé des activités qui étaient purement manuelles. C'est-à-dire qu'on avait auparavant une activité qui consistait à prendre un tube dans une butte, le mettre dans une botte de tube, le mettre dans une machine, le sortir de la machine, le rentrer dans une presse, sortir de la presse, le mettre sur un chevalet. On a remplacé tout ça par un robot qui finalement est piloté par quelqu'un qui fait autre chose, et ça n'a pas posé de difficultés importantes de dire finalement ces travaux qui sont très répétitifs, qui sont plutôt pénibles et plutôt générateurs de TMS, on va petit à petit les supprimer. Et on n'a pas rencontré de grandes difficultés. Alors sûrement l'accompagner, l'expliquer, mais ça s'est plutôt bien fait. Nous non plus, on n'a rencontré aucun problème particulier avec le personnel. Alors c'est très facile à dire parce que si vous êtes en phase de croissance, vous pouvez replacer les gens dans les nouvelles fonctions. Donc grâce à la formation qui est aussi un petit peu, je pense qu'en France on est très en retard sur la formation professionnelle. On essaye de rattraper le temps perdu, mais quand on voit nos confrères allemands et autrichiens, ils sont très en avance dans ce domaine. Et donc, effectivement, on met beaucoup d'argent dans la formation professionnelle de façon... on a aujourd'hui une quinzaine d'enseignants à temps plein qui font que ça, que de former nos salariés à l'augmentation du niveau. Donc, c'est pour vous dire combien on investit. Et effectivement, on n'a aucun frein vis-à-vis de ça, si ce n'est que de trouver les compétences sur le marché. Voilà. Du coup, il n'y a pas eu cette crainte, on entend partout le robot tue l'emploi. Dans aucune de vos entreprises. À part les journalistes qui ont des craintes, je n'ai pas connu ça dans les entreprises, dans aucune que j'ai visitée, que la robotique allait en point. Alors, à part peut-être un délégué syndical et la presse, qui très souvent tire des premières pages sur ce genre de thème. Je ne sais pas, pour faire du buzz peut-être, mais... Je pense que la robotisation, la mécanisation, elle amène de la compétitivité, même si ce n'est pas le point de départ dans la réflexion. Elle amène de la flexibilité et donc elle améliore nos positions concurrentielles. Et le constat que l'on fait en général, alors je parle au moins pour l'entreprise Optimum, c'est que grâce à ces éléments-là, on a gagné des parts de marché. Et gagnant des parts de marché, on n'a pas recruté des milliers et des cents, mais on a au pire maintenu l'emploi. Donc effectivement, comme dit monsieur, il y en a qui sont des gorges chaudes de ces vilains patrons, pour ne pas dire autre chose, qui robotisent pour ne plus embaucher. C'est pas vrai. Je voudrais juste rajouter une chose dont on a, en tous les cas dont je peux parler. Cathy faisait état tout à l'heure d'un âge médian dans notre profession de 46 ans. Et chez Optimum, on est à 45 ans, donc on est sur à peu près le même âge médian. Et je crois que le futur de notre entreprise, ou en tous les cas le principal challenge, il n'est pas tant industriel, c'est de garantir l'employabilité de nos collaborateurs. La retraite, ce n'est pas 58 ans, enfin en tous les cas pas chez nous.
Ce sera plutôt 62, 63. Donc ils ont encore au moins 10 ans à travailler dans des métiers physiquement pénibles, entre guillemets, des ambiances de travail pas toujours très bonnes. Et il faut aussi, à mon sens, qu'on aborde la mécanisation par ce côté-là. Comment demain, je vais pouvoir garantir que mon gars qui a 58 ans, il pourra toujours fabriquer des portes de placard qui pèsent 50 kg ou 40 kg sans être inapte par la médecine du travail. Et là, on a, à mon sens, dans notre profession, un véritable enjeu. Et vous, mécaniciens, roboticiens, peu importe, vous pouvez nous aider. Et donc, au-delà de la compétence des personnels qui utilisent ces robots, qui s'occupe du support, de la maintenance? Est-ce que vous avez dû acquérir de nouvelles compétences? De nouveaux profils? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe au quotidien? Nous, on fait avec les personnels que l'on avait. Donc, ils ont acquis la compétence nécessaire pour pouvoir, entretenir et faire en sorte de faire fonctionner ces installations nouvelles. Bon, alors, comme je disais en préambule, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il y a des robots dans l'entreprise, donc ils sont déjà accoutumés à travailler dessus. Et puis, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas une très grosse entreprise et qu'on n'a pas une équipe de maintenance très, très importante. On s'appuie beaucoup sur les services techniques des intégrateurs ou des fournisseurs de robots qui sont, pour nous, un appui très important pour avoir de la réactivité et de la bonne disponibilité de nos installations. L'entretien régulier est aujourd'hui descendu au niveau des opérateurs. Donc nous, on fait l'entretien classique directement par les conducteurs d'installation. Mais d'abord, les robots, si on parle intrinsèquement du robot, ce sont des taux de disponibilité qui sont de l'ordre de 99,99. Enfin, tiens, au passage, il faut essayer de faire qu'on ait des pièces de rechange après 15 ans encore. Voilà. Donc maintenant on arrive à un petit problème, c'est que comme on n'avait jamais de panne, 15 ans après on a un vérin qui a lâché et on ne trouve plus la pièce de rechange. Messieurs de ABB, s'il y en a dans la salle, j'ai ce petit souci. Voilà, donc je suis en train de chercher ça sur le bon coin, mais bon. En dehors de cette plaisanterie, c'est donc les opérateurs qui les entretiennent, et 60 à 70% des problèmes qui surviennent et qui créent des arrêts des installations, ce sont des problèmes de données et non pas des problèmes techniques. Et donc ça oblige à un recrutement plutôt de type Bac plus 3 à 5 qui gère les données. Donc aujourd'hui, la moitié de nos arrêts d'installation sont des problèmes de données et non pas des problèmes d'un vérin ou d'un capteur ou d'un codeur. Voilà. Donc c'est de plus en plus vers cette évolution. On voit notre courbe depuis 10 ans augmenter en termes de problématiques informatiques. Donc vous voyez les petits bugs que vous avez là de ralentissement que vous avez vu tout à l'heure. C'est des choses qui se passent aussi. Et ça pose des problèmes parce que le robot, il s'arrête en cours de route. Puis il se décale. Et puis voilà, vous êtes au début du problème. Donc voilà, tout ce qui est ralentissement, par exemple, dans les réseaux, dans les serveurs, etc. Tout ça, ça nous pose aujourd'hui des problèmes. Et il ne faut pas les sous-estimer parce que je pense qu'ils sont au moins aussi importants que tout le reste de la technologie dans une usine. Voilà. Encore 2 questions avant de vous passer la parole. J'espère que vous avez vos questions de prêtes. Sur l'aspect gain de productivité, au bout de combien de temps vous avez fait le constat? Parce que vous l'évoquez tous. Et finalement, on le mesure comment et voilà, combien de temps ça prend? Mesurer comment, je pense que c'est pas très compliqué à mesurer, entre parenthèses. Non, après, ça dépend. En ce qui nous concerne, nous, ça dépend des postes que l'on a automatisés. Il y a certains postes où on a un retour sur investissement de moins d'1 an. Celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est moins d'1 an de retour sur investissement. D'autres, on était sur des retours sur investissement entre 2 et 3 ans. Et je dirais le constat est entre guillemets immédiat. Votre ligne est opérationnelle, les personnes qui étaient sur le poste de travail sont affectées à d'autres tâches et ça tombe tout seul, quoi.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le 6 mois pour une technologie nouvelle, pour qu'elle soit opérationnelle. Et quand on commence de faire de la duplication, c'est 1 mois pour que l'installation tourne. Et derrière, effectivement, tout dépend de la nature de l'investissement, de son montant et de ce qu'elle vous fait économiser. Mais moi, pour la dernière cellule robotisée de l'entreprise, c'était 2 ans de retour sur investissement et on est rentré dans le cadre de ces 2 ans. Bon, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en complément lié à l'immobilier. C'est sûr qu'à partir du moment où c'est pas seulement une machine que vous devez investir, mais aussi de l'immobilier, là, les temps de retour sur investissement vont être beaucoup plus longs. Et est-ce que vous êtes fait accompagner justement pour ces investissements? Est-ce que vous avez eu des cofinancements? Est-ce que ça a été compliqué de les obtenir? Enfin, même si je sais qu'on va aborder le sujet cet après-midi, c'est bien de savoir en vrai, dans la vraie vie, comment ça se passe. Alors, dans la vraie vie, à partir du moment où on aborde tous nos investissements, enfin mécanisation en ce qui nous concerne par l'ergonomie, on a assez facilement obtenu des financements de la CARSAT. On a signé 3 plans de prévention avec la CARSAT, donc on a le droit à un plan tous les 2 ans, hein, et qui ont subventionné en gros un peu plus de 25%, donc subvention non remboursable de ces investissements. Et c'est l'occasion de faire une petite aparté sur l'usine du futur, où effectivement c'est un programme très alléchant, auquel on adhère depuis juillet 2014, je crois maintenant. Au début, c'est tout beau, tout flamme. Un audit de 4 jours, financé par le conseil régional, c'est génial. Et puis quand on commence à rentrer dans d'un peu plus de concret, ben là, il y a beaucoup moins de financement disponible. Puis la région nous dit, ben voilà, vous étiez 100 entreprises au départ, mais vous allez être 200 l'année prochaine, 300 l'année suivante. Donc ça donne, alors, excusez-moi, c'est peut-être un peu provocateur, mais un peu l'effet, ou moi l'impression que j'ai eue, c'est, je leur ai dit d'ailleurs, on a l'impression que vous êtes en train de courir au nombre d'entreprises adhérentes à l'usine du futur, et non pas déjà traiter les 100 premières. Donc je pense que malheureusement je ne serai pas là cet après-midi, mais ce débat-là du financement des programmes usines du futur, on dit 2,5 milliards d'euros pour 2000 entreprises. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 1 million d'euros par entreprise. Hein. C'est très bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Mais bon, CARSAT nous a bien accompagnés. Pour le reste, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Monsieur a donné quelques exemples de financement. Je ne pourrais même pas trop vous répondre parce qu'effectivement c'est la partie financière que je charge d'essayer d'avoir, mais probablement qu'on a eu quelques aides européennes, des choses comme ça, certains développements qu'on a fait. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus de difficultés avec les instances d'État qui sont les réglementations françaises. Pour obtenir des autorisations, il nous a fallu quasiment autant de temps pour se battre avec l'État pour construire un petit agrandissement que de construire l'agrandissement en soi et de le mettre en route. Voilà. Donc il faut à peu près 2 ans pour obtenir. On est en train de préparer le dossier U3 qu'on commence à construire. On a mis 2 ans et demi. Voilà, donc 2 ans et demi entre le moment où vous avez envie de construire et le moment où vous pouvez juste commencer à couler du béton. C'est un peu long en France. Voilà. Donc c'est pas tellement un problème de financement, mais si on pouvait aller un peu plus vite, ça permettrait de ne pas regarder les trains passer comme des vaches. Philippe ? Juste sur les problèmes de financement, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais en France, on a quand même tendance à ne prêter qu'aux riches. Donc, tant que vous êtes en situation de croissance, de développement, de bons résultats, tout le monde se rue sur vous pour vous prêter de l'argent. Quand vous faites des investissements défensifs pour tenter de sauver votre peau parce que vous sentez bien que vous êtes sur un marché compliqué et qu'il faut que vous investissiez pour pouvoir rationaliser votre production et améliorer vos prix de revient et pouvoir rester sur le marché, là, les candidats à vous prêter de l'argent sont beaucoup moins nombreux. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir eu un actionnaire qui m'a soutenu et qui m'a permis de faire les derniers investissements que j'ai réalisés. Je crois que sans lui, je ne l'aurais pas fait et je n'aurais pas trouvé de concours bancaire pour pouvoir le financer. Donc, ça, il faut quand même bien en être conscient. Et puis juste, j'ai vu passer BPI tout à l'heure sur les slides. Je voulais juste dire que quand même, on entend énormément parler du CICE et donc c'est très bien. Alors c'est pareil, quand on ne gagne pas d'argent, le CICE devient un crédit d'impôt, donc il n'est plus une économie d'impôt.
Mais pour pouvoir le mobiliser, vous n'avez que BPI France qui le mobilise et qui vous le fait quand même payer très cher, quoi. Donc, je dis simplement, à certains égards, un peu de pudeur dans la voie des pouvoirs publics serait bienvenu parce que voilà. Donc, entre ce que disent les journalistes ou ce que véhiculent les journalistes derrière ce que disent les politiques, il y a effectivement une réalité qui est quand même parfois un peu plus compliquée pour les industriels, surtout quand les choses sont en période un peu difficile. Donc une dernière question pour ma part avant de passer la parole à la salle. Donc vous nous montriez un film. Est-ce que du coup vous avez d'autres rêves, d'autres projets de robotique dans la tête ? Je ne vous demande pas de les dévoiler, hein, juste si vous avez des projets. Bon, en ce qui concerne Optimum, suite à l'audit Usine du Futur, donc, qui a lieu septembre 2014, en fait, on s'est beaucoup plus tourné vers l'homme et vers l'organisation humaine au sein de notre entreprise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le constat qui a été fait par l'auditeur, c'est qu'en termes de mécanisation, certes, il y avait peut-être encore des choses à faire, mais on allait se heurter, comme le disait Philippe, à des problèmes de place. Et là, on n'est plus du tout sur la même échelle d'investissement. Donc, on est davantage sur des sujets organisationnels, humains. L'usine, le site pilote sera terminé fin 2016, donc tu pourras venir voir. Avec plaisir. Ouais. Oui, on a des investissements, mais ça, c'est pas nouveau et c'est tous les ans depuis 25 ans. Je pense que la partie robot continuera d'une manière maintenant régulière. Ce qu'on cherche plus, ou du moins ce que je cherche plus, c'est un petit peu ce qui va se discuter cet après-midi, un peu sur le collaboratif. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour essayer de réduire un petit peu la pénibilité au travail, puisque ça, c'est l'homme est chez nous au cœur de notre système, et que effectivement, si on pouvait enlever un certain nombre de tâches qui sont pénibles, alors je fais un appel, hein, si vous trouvez comment charger des camions avec des meubles, je suis preneur. La cobotique. Oui, peut-être. J'ai essayé, mais c'est pas très agréable. Voilà, donc je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Philippe ? Oui, on a chez nous encore un certain nombre de postes qui peuvent faire l'objet d'automatisation. Donc, on a un petit peu de réserve d'investissement devant nous. Mais je suis également effectivement très intéressé parce qu'on a une multitude de postes dont on n'imagine pas très bien comment les automatiser, mais dont on a une certitude, c'est qu'ils génèrent de la pénibilité et des TMS, et que dans le contexte social actuel, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir effectivement maintenir les gens dans l'emploi, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, jusqu'à 62-63 ans. Et donc, si des moyens nous permettent de répondre à cette problématique, je pense qu'ils seront les bienvenus, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'en termes de niveau d'investissement, il reste relativement raisonnable. Alors à vous maintenant, les questions. Oui, bonjour. Je m'appelle Serge Nadreau, je suis représentant ABB, mais là je veux plutôt parler au nom du CIMOP. Au CIMOP, on mène des actions sur la formation. Vous avez pas mal parlé de compétences. Aujourd'hui, avez-vous des difficultés à trouver des collaborateurs qui parlent robotique d'une manière générale, et quelles sont les compétences majeures que vous recherchez dans le domaine de la formation, puisque une de nos actions va être d'essayer de promouvoir certains métiers. Qu'est-ce qui répond ? Peut-être Jean-Claude, oui. Nous on recrute effectivement dans la partie maintenance industrielle, donc des gens qui ont une compétence d'informatique industrielle. C'est là où on a le plus de difficultés. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on forme beaucoup en interne. On va avoir dans notre centre de formation un petit robot également, juste pour ça, pour former les salariés au réglage de ce genre de machine. Voilà, donc on fait une formation interne, on a notre propre enseignant dans ce domaine, pour la partie qui nous est accessible, et puis sur la partie des données, plutôt de l'informatique industrielle, on recrute des gens qui sont du type Bac+5 en informatique industrielle. Maintenance, électronique. On ne cherche plus les soudeurs et les mécaniciens, du moins très peu. Non, donc nous, en formation, je pense qu'on a aussi un devoir de faire évoluer nos équipes internes.
Donc on mène pas mal de formations, entre autres avec le FCBA d'ailleurs. Après, en recrutement, on a la malchance de se trouver dans le sud-ouest. Alors pourquoi malchance? Parce qu'on est coincé entre deux bassins d'emploi qui tirent tous les métiers électromécaniques et maintenance industrielle qui sont de l'aérospatiale. Donc Airbus Industrie du côté de Toulouse et Dassault du côté de Bordeaux. Donc ils ont vidé tout le territoire, entre guillemets, des bacs plus 2 en général, électromécaniciens, automaticiens. Donc on a quelques difficultés. Enfin, on y arrive, mais il faut payer, pour être clair. Voilà. Mais globalement, de toute façon, on sent que dans le bassin d'emploi sud-ouest, il manque de bac plus 2, en DUT, BTS, peu importe, électromécaniciens, automaticiens, tout le monde se les arrache. Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Nous, on a été au cours des dernières années dans une stratégie essentiellement défensive. Donc, on a fait avec nos ressources qu'on a essayé de faire monter en compétences. Donc, on n'a pas eu à recruter de personnes de façon significative. Donc, je ne peux pas avoir un avis pertinent sur la question. Merci. Une autre question? Oui, Philippe Lermite, je représente l'entreprise WN88 dans laquelle je ne suis plus, mais également le groupement Cuisine. Donc j'ai eu l'occasion de visiter notamment la Salm et bien sûr, tout en ayant une formation d'ingénieur, ça a dépassé mon imagination. Dans notre entreprise, et ça va être ma question, dans notre entreprise, nous étions dans une première démarche de robotisation d'une partie de notre activité. Et je me suis posé la question, et donc je vous la pose. Dans une entreprise, il faut quelqu'un qui porte le projet. Il faut de la compétence qu'on n'a pas forcément puisqu'on démarre. Donc, est-ce que vous pourriez conseiller pour des patrons qui sont ici ou des responsables qui sont ici et qui se posent cette question, comment choisir les hommes? Quelles sont les qualités pour que quelqu'un puisse porter un projet et quelles sont les conditions à remplir par notamment la direction générale, mais peut-être les équipes pour que ce projet, que le bébé arrive à terme, quoi, et en bon état. Je ne sais pas si c'est... On va laisser répondre la table ronde, mais peut-être que les réponses sont dans la salle aussi. Alors, je vais me lancer, puis je me ferai corriger par mes deux partenaires. Alors, bonjour Philippe. Je pense que l'homme qui doit porter... Alors, la direction générale, pour moi, elle est là en soutien. C'est surtout pas la direction générale qui doit porter le projet, à mon sens. Hein. C'est plus le terrain qui doit le porter. Mais par contre, elle est là pour soutenir, pour accompagner. Dans notre cas, celui qui a porté, ou ceux qui ont porté les projets, parce que ça n'a jamais été les mêmes, les qualités que je recherchais, c'était des gens fédérateurs. Je reprends, l'idée c'était vraiment de travailler avec un groupe de travail de salariés. Je pense que tout le monde fait pareil, on n'a rien inventé, sur la mécanisation de ce poste. Donc fédérateur, bon communicant, charismatique, rigoureux et bon gestionnaire. Parce que derrière, bon, c'est bien de réfléchir, mais après, il faut mettre en place. Il n'y en a pas beaucoup dans une PME, donc je crois que chez nous, il y a eu 3 chefs de projet différents pour 7 à 8 projets. Donc ils s'en sont pris plusieurs. Hein. Mais voilà ce que je pourrais dire. Après, moi, j'ai estimé mon rôle de chef d'entreprise plus comme OK, je te finance le projet, ça c'est la première chose, c'est signer le chèque. Hein. Et puis d'être plus push quand il y avait besoin, de dire lâche pas le morceau, il y a des complications, il faut y aller. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un rôle de chef de projet, donc fédérateur, communicant, à l'écoute, rigoureux, gestionnaire. Ouais, c'est optimum. Enfin, moi, j'aborde la question autrement. C'est un projet d'entreprise. C'est-à-dire, avant de vouloir investir, il faut se poser la question où veut aller l'entreprise. Donc, il faut avoir une vision. On décrit chez nous une vision à 10 ans, systématiquement, à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans. Ce qui nous permet au fur et à mesure de réajuster, parce que entre ce qui se passe dans 10 ans et la vraie vie en est une autre. Mais il y a notre directrice dit toujours, notre PDG, l'entreprise est comme un tabouret, on a 3 pieds, et ces 3 pieds sont le commerce. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur ce que vous voulez faire.
l'industrie doit répondre à ce commerce, donc il faut être innovant dans la partie-là. Et puis, le troisième, c'est la partie données informatiques dont je parlais tout à l'heure. Voilà, si une de ces trois forces ne fonctionne pas, notre entreprise n'est pas stable. Donc, juste investir et construire, c'est assez facile en soi, si ce n'est qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut aller à une longue durée. Donc, par exemple, pour ceux qui connaissent, quand on a construit U2, U2 a été inauguré en 2009. Le projet, dans nos têtes, a commencé en 2002. Donc, il faut avoir une vue, et nous, on est en train de réfléchir sur l'industrie à 2025, à peu près. Donc, il faut avoir une réflexion et un chemin qui est durable. On ne peut pas changer d'avis tous les 3 ans, parce que si vous changez, vous passez de la série à la contre-marque, de la contre-marque à la série, enfin, là, vous êtes perdu. C'est-à-dire qu'il faut être tenace commercialement dans ce qu'on veut faire et répondre industriellement à cette démarche commerciale. Après, il vous faut un actionnaire qui est capable de vous mettre de l'argent avec un risque de retour d'investissement, peut-être. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, il faut un actionnaire qui a le courage. Ça fait partie de familialement, et on a cette chance d'être dans un actionnariat familial. Le deuxième, c'est d'avoir une équipe technique solidaire. Donc, c'est ce que a dit monsieur tout à l'heure. On travaille par projet et on travaille une équipe. On est toujours un peu moins idiot à plusieurs qu'un mec tout seul. Voilà, donc on est une équipe. On a passé beaucoup de nuits et de samedis à rêver de nos usines. Voilà, donc un actionnaire fort et puis une équipe pluridisciplinaire qui est capable de travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Voilà ce que je peux en dire. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Donc à notre échelle, sur un projet comme celui-là, nous aussi, on a en principe un chef de projet qui a caractéristiques que décrivait Jean-Luc, quelqu'un qui soit charismatique, crédible dans l'entreprise, compétent, qui sache convaincre et donc qui soit suffisamment fort en termes de communication, et puis l'associer avec les différentes parties prenantes de l'usine qui auront à utiliser l'installation une fois qu'elle sera opérationnelle, donc faire en sorte effectivement que dès le lancement du projet, les utilisateurs futurs soient associés à la démarche pour qu'ils se l'approprient de façon positive à partir du moment où on va la leur déléguer. Bien, merci. Encore une question ? Bonjour, Jean-Paul Batte, Levia. J'aimerais bien reprendre un peu le troisième pied de la chaise qui est le commerce, dont on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup effectivement de technologie et de production. Et je voulais savoir finalement dans l'évolution que vous avez menée, est-ce que ça a eu des impacts par rapport à vos produits, à la façon dont vous avez conçu vos produits? Est-ce que ça vous a donné plus ou moins de flexibilité? Et puis, dans le temps, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une période peut-être d'adaptation où c'est plus difficile et après vous découvrez des capacités supplémentaires que vous donne la technologie pour répondre à des nouvelles demandes des clients ou pour développer de nouvelles gammes, de nouveaux produits ou de nouvelles capacités? Non, en termes un peu comme on le disait tout à l'heure, où la mécanique doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. La mécanique, elle est au service de nos clients et de nos produits. Donc, à mon sens, en aucun cas, il faut qu'un outil mécanique ou robot, peu importe, impacte le produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui nous concerne, je dis souvent quand je suis rentré dans le groupe il y a une dizaine d'années maintenant, on a une typologie de production dit produit standard, une typologie de production dit produit sur mesure. Quand je prenais les produits standards, on avait, je crois, 50 références de produits standards. Aujourd'hui, 10 ans après, on en a 560. Et c'est toujours du standard. Et tous ces travaux qu'on a fait de mécanisation nous ont permis de gagner en souplesse, en réactivité, et de répondre à cette demande qu'ont les clients de plus en plus. Et monsieur le disait tout à l'heure, des lots de 1.
Et je pense qu'on va aller de toute façon de plus en plus vers un délai demain. On sent que la demande est très très forte, y compris dans notre métier. Si on n'avait pas eu cette mécanisation en 95-96, je pense qu'on ne pouvait pas le faire. On n'aurait pas eu la capacité et productive et organisationnelle de le faire. Donc il ne faut surtout pas que l'outil impacte les produits. L'outil est au service des produits. Bon, j'ai juste complété la phrase. Oui, nous devons nous adapter aux produits. Même si j'ai parfois ce rêve qu'un type du produit vienne me demander comment je pourrais faire. Non, il vous invente des trucs parfois inimaginables. Mais tant mieux, hein, chacun son métier. Nous, on essaie juste de les ramener un petit peu sur Terre. Mais ce qui est difficile en termes d'industrie, c'est d'investir une machine qui pourra encore produire dans 10 ans. Et c'est là la difficulté, c'est d'être capable de penser. Alors en allemand, on dit alles Könner, c'est-à-dire des machines qui savent tout faire. C'est-à-dire d'être prévisible pour des gens du produit. C'est que quand on a par exemple créé une machine avec 20 combinaisons, vous savez, quand vous dites à un commercial, vous passez de 2 coloris à 20 coloris, il vous fait waouh, mais il vous en invente tout de suite 60. Et donc nous, on en est un peu plus de, je peux pas compter. Donc je sais qu'un ingénieur chez nous a fait une fois un calcul, on doit être à quelque chose comme 10 puissance 250 et des boîtes. Donc de combinaisons possibles. Donc on n'est pas. Enfin, j'ai vu une photo tout à l'heure de l'habitat où on parlait de 400 ou 500 combinaisons. Ça, c'est même pas le quart du 8e de ce qu'on fait par jour en combinaison. Donc il est évident que quand vous êtes du sur-mesure et que vous investissez dans des machines, il faut que votre machine puisse s'adapter aux dimensions de demain. Alors on est encore rassuré parce que le fabricant de panneaux, il passe pas du jour au lendemain dans des presses à des dimensions très différentes. Voilà, donc on est un peu plus... on sait que le panneau ne va pas bouger, il ne va pas passer à 6 mètres ou à 7 mètres, parce que sinon un jour ils vont vous inventer des pièces de 7 mètres. Voilà, mais non, il faut que nos machines puissent être durables sur 10-15 ans. Voilà. Donc c'est plus là la difficulté, mais on s'adapte toujours au produit. Oui, juste en complément, je crois que quand on décide d'engager un investissement important à l'échelle de son entreprise, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de s'assurer qu'elle va répondre aux besoins commerciaux. Donc, au-delà simplement du produit, c'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, sur quelle typologie de marché on veut aller, sur quelle réponse on va apporter pour pouvoir répondre à ce marché. Et ça conditionne considérablement l'investissement, le type d'investissement qu'on va faire derrière. Donc, nous, sur les derniers investissements qu'on a fait, on a fait cet exercice. On a décidé de se positionner sur une certaine forme, une certaine typologie de produits et de séries de produits, parce que moi, je produis pas encore. Enfin, je peux produire à la pièce, mais j'essaye quand même de faire en sorte de produire quelques petites séries. Et donc, on s'était défini des tailles de séries qui étaient objectifs, en essayant de faire une certaine rationalisation de notre offre produit, parce que parfois il y a des différences qui viennent de l'histoire et plus personne au bout d'un moment ne sait quel sens elles peuvent bien avoir, si ce n'est le fait de ne pas avoir eu à certains moments le courage d'arrêter certains produits pour les remplacer par d'autres. Et donc on a généré un outil qui nous a apporté la réponse à notre problématique telle qu'on l'a posée, et puis qui finalement s'est révélé plutôt plus souple que nos espérances ensuite. Et aujourd'hui, on est en étude pour pouvoir passer sur cette machine des productions qu'on n'avait pas envisagé de passer à l'origine, parce que finalement l'outil est aujourd'hui plutôt plus souple que ce qu'on pouvait avoir il y a 15 ans ou 20 ans avec des machines je dirais dédiées, ce qu'on parlait d'automatisation il y a 20 ans était à mon avis beaucoup moins souple et beaucoup moins adaptable que ce que l'on peut faire aujourd'hui avec les moyens modernes. Encore une question ou deux? Bonjour, Brice Nestorg de la société Bourg-Bad. Moi j'ai une question qui est assez ouverte. On parlait de virtualisation tout à l'heure. Je voulais savoir comment vous aviez préparé, simulé l'intégration de toutes ces machines dans vos process industriels. Comment vous aviez simulé les améliorations de productivité, les améliorations de rentabilité. C'est des questions qui se posent dans des PME comme les nôtres, de savoir si on fait l'investissement au bon endroit, si ça s'intègre correctement dans nos process industriels. Et comment et quand ça va être rentable
et productif. Nous, on a utilisé un outil de simulation. Enfin, on utilise des outils de simulation principalement pour essayer de visualiser le flux. Parce qu'on est dans un processus, pour ceux qui nous connaissent, de juste à temps. Donc, on est en flux tiré plus que tiré, puisque c'est un sport national chez nous. Donc, moyen d'encours est mieux en sport, mais bon, il y en a toujours encore un petit peu. Et donc on simule quand même qu'en fonction des dimensions de pièces, du mix produit, ce qui se passe, ce qui va se passer pour pouvoir dimensionner d'une manière raisonnable et raisonnée et économiquement viable les tampons qu'on met ou les trieurs qu'on va mettre. Donc on va avoir des simulations sur les taux de chute, on va avoir des simulations sur les flux des pièces, on va faire jouer les paramètres de ces pièces, ces combinaisons qui permettent de visualiser où est-ce qu'il va y avoir des points d'accroche, où est-ce que les machines vont s'arrêter. Je vous rassure, entre la simulation et la réalité, c'est jamais la même chose, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer qui vous arrivent. Voilà, mais autrement, non. On ne l'utilise pas pour un calcul financier. Du moins pas chez nous. Je dirais que la problématique, même à l'échelle d'une petite entreprise comme la nôtre, la problématique du flux est une problématique importante, effectivement, puisque nous, quand on a fait le dernier investissement de la cellule robotisée qui a été réalisé il y a 3 ans, on l'a accompagné d'un réaménagement complet de tout l'atelier qu'il y avait autour, quoi. Donc en fait, on a dépensé plus d'argent à déplacer des machines qu'à investir dans la cellule robotisée proprement dite. Donc tout ça, on l'a simulé avec les moyens habituels de mon service méthode qui a essayé d'imaginer quels pouvaient être les flux entre les différentes machines et pour aboutir finalement à un résultat qui, effectivement, il a fallu, une fois qu'on a eu démarré, redéplacer quelques machines parce que ça s'est pas passé tout à fait comme on l'avait prévu, que les disponibilités des installations n'étaient pas tout à fait celles qui avaient été anticipées ou que parfois la capacité de production de certaines était plus supérieure à ce qui avait été prévu et donc il a fallu réaménager les flux malgré les simulations qu'on avait pu faire préalablement. Pas beaucoup d'autres choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Philippe. Je dirais à la bonne franquette d'une PME, entre guillemets, avec nos services méthodes, notre service études, notre service ordonnancement, et puis le groupe de travail. Et le retour sur investissement, vous le calculez assez rapidement à la fin. C'est pas très compliqué. Une autre question ? Alors, je crois que tout le monde n'a pas entendu. Est-ce que l'on compte les coûts directs des TMS dans nos calculs de retour sur investissement ? En ce qui nous concerne, c'est assez compliqué, mais ça en fait partie intégrante. On est tous sensibles aux taux AT que nous payons dans nos entreprises, qui sont des taux extrêmement élevés, alimentés essentiellement par les maladies professionnelles très souvent causées par des problèmes de TMS et de canal carpien. Donc, plus on les réduit, voire à les faire disparaître, dans notre cas, c'est un coût non négligeable. Mais on ne le prend pas en compte dans le calcul de retour, en ce qui nous concerne. Un des freins pour le prendre en compte dans le calcul de retour, c'est la grande inertie dans son taux. Parce qu'avant de faire baisser le taux lié aux maladies professionnelles que vous avez en vigueur dans votre entreprise, vous en serez déjà à votre 3e installation réalisée, quoi. Donc si vous comptez là-dessus pour rentabiliser votre installation, vous allez vous planter. Donc c'est sûr qu'on l'a en tête, mais ça n'est pas une donnée économiquement valorisée pour estimer la rentabilité des investissements. Nous non plus, mais je pense qu'il ne faut pas raisonner un TMS en calcul économique. C'est une personne qui va avoir des difficultés de vie et nous on ne raisonne pas du tout en argent sur les TMS. Puis si on veut parler d'argent, de toute façon il y a un taux incompressible sur lequel vous ne pouvez pas descendre. Donc même si vous faites aucun accident et aucun TMS, vous payez quand même. Donc, et en 30 ans de carrière, j'ai vu ce taux augmenter. Donc moins vous ferez d'accidents, plus le taux va augmenter.
Donc je fais confiance à l'État pour de toute façon continuer à prélever ce dont elle a besoin. Et donc, soit elle le fait à travers l'accident, soit elle le fera à travers un taux incompressible qui continuera à augmenter. Donc non, on ne calcule pas avec ça. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas le faire, si je peux me permettre. Je partage complètement l'avis de monsieur. Notre priorité, c'est qu'à 62 ans, il faut continuer à employer nos équipes. Entre guillemets, quel que soit le coût. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais 70 ? Bon, ça c'est en Allemagne. 62 ! 70 c'est en Allemagne. Mais bon, on a un vrai enjeu, quoi. Croyez-moi, c'est problématique tous les jours. Voilà. Bon, il est 12h28, on a encore un peu de temps pour au moins une question. N'hésitez pas. Sachant que les questions posées par les fabricants de meubles aux industriels de l'automatisation et de la robotisation, ce sera pour cet après-midi, messieurs, de l'automatisation. Donc on a 5 ou 6 questions venant de gens du meuble pour vous cet après-midi. Mais là, on est effectivement avec la table ronde ameublement, donc vous pouvez encore poser une question pour savoir effectivement comment ça s'est passé dans les 3 entreprises. Oui, bonjour, Pierre Rion, Denis Industrie. Je voulais savoir, les postes que vous avez robotisés, c'est des postes qui ont des taux de charge très importants. C'est du 3.8, c'est du 2.8, vous pouvez même descendre à une seule équipe, parce qu'évidemment, le retour, il compte beaucoup en fonction du taux de charge du poste. En ce qui nous concerne, c'est tout le temps du 2.8, parfois du 3.8, sur les postes concernés. Non. Donc nous, on est une entité très saisonnière. Donc c'est sûr que les postes sur lesquels on priorise ces investissements, c'est ceux qu'on utilise le plus. Mais effectivement, c'est des postes qui tournent en 3.8 en plein été, qui tournent en 1.8 en période basse. Chez nous, c'est en 2.8, c'est calculé en retour d'investissement sur du 2.8. Le 3.8, on essaye d'éviter. Quand vous êtes en juste à temps, vous ne pouvez pas dépanner autrement que dans 24 heures. Donc on se garde généralement, on essaie de garder la nuit pour réparer en cas de problème. Et on fait le retour d'investissement sur 2.8 et lorsqu'on est en 3.8, on repart pour un nouvel investissement. Nous, le dernier investissement qu'on a réalisé nous a même permis d'éviter le travail de nuit sur les installations qui étaient utilisées avant, puisqu'on est passé de cadence unitaire de l'ordre de 60 à 120 pièces. Donc en fait, le 2.8, même en période de pointe, nous suffit pour absorber la charge qu'avant on devait travailler sur plusieurs machines en 3.8. Bonjour, Olivier Robin. Je voulais savoir, quand vous avez initié vos premières robotisations significatives, est-ce que vous êtes tout de suite parti sur des développements spécifiques, un peu comme ce qu'on a vu sur les films, ou est-ce que vous avez commencé par des investissements un petit peu plus conventionnels? Je pense notamment à la gestion des panneaux, par exemple. Aujourd'hui, il existe des outils parfaitement calibrés qui permettent de gérer les panneaux, de les amener sur les scies, etc. Je dirais ça dépend. La gestion des panneaux est un bon exemple de choses qui existent entre guillemets en standard. Après, quand on est sur des mécanisations d'opérations spécifiques à nos métiers, on est sur des machines spéciales, quoi. Donc en ce qui nous concerne, nous, on a démarré par une machine spéciale, avec un cahier des charges que nous avons rédigé et des intégrateurs qui ont réfléchi à la solution. Chez nous, ça a été principalement, début de notre histoire, ça a été avec des palans, avec des ventouses, donc des systèmes tout à fait traditionnels dans le monde du panneau, avec des trieurs et des mouvements de palans qui déposent et qui reprennent des panneaux pour les remettre dans l'ordre. Tant que vous êtes dans des formats type standard, ça va bien, quoi. Mais dès que vous rentrez dans la variabilité des dimensions qui vont de 4 mètres à 20 cm ou à 10 cm, voilà, là, les palans deviennent un peu plus compliqués à gérer et de reconstituer des piles. Dans certains cas de figure, de pièces de dimensions différentes, c'est un peu plus difficile qu'avec un robot. Voilà. Nous aussi, on a commencé essentiellement par de la robotisation et donc de l'utilisation de robots de façon relativement standard et conventionnelle. Et puis, on a évolué vers un développement spécifique. Très bien. Donc, je vous propose merci à nos participants à la table ronde et puis merci pour vos questions. Oui, on peut les applaudir.